bonjour à tous qui vous intéressez à l'Europe sous un angle socialiste. Avec nous, Elisabeth Imbert-Dorfmüller, elle est coprésidente du SPD international, donc ce qui est l'équivalent pour les socialistes français de la Fédération des Français de l'étranger. Et amie, parce que colistière au moins 2 fois, si ce n'est pas 3 fois sur les élections européennes. Donc avec une implication forte en direction de l'Allemagne, en direction de la Grèce aussi. Il y a des ascendances qui permettent de regarder un peu ailleurs et de couvrir l'actualité ailleurs. Et avec également le fait que donc, tu es la spécialiste pour le PS de l'Allemagne et de la Grèce. Et donc avec cette double casquette, donc c'est super parce que ça nous permet d'abord d'avoir l'échange en français et ensuite surtout d'avoir un regard très avisé sur l'actualité. Et donc l'actualité qui va nous occuper, c'est quelles leçons tirer du double scrutin au Baden-Württemberg et dans le Land de Rhénanie-Palatinat d'un côté, donc ça c'est un scrutin qui vient de se passer, et puis peut-être quelque chose d'un peu plus prospectif sur comment est-ce que le SPD prépare les législatives du 26 septembre. Et donc pour ça, voilà, il y a eu un document programmatique qui a été publié récemment. On le mettra aussi en lien, enfin disponible en téléchargement pour les gens qui seraient curieux de la voir. Dans sa version allemande brute et puis dans une version traduite parce qu'on a réussi à la voir. Donc très bien, on la mettra comme ça. En anglais, vous avez réussi à l'avoir en anglais? Non, on l'a passé à la machine pour qu'il soit en français. Ah, très bien. Voilà. Je tiens à rappeler qu'il y a un site qui commence à être préparé pour mettre des documents d'autres CD et d'autres pays qu'on a traduits. Tout à fait, Omri, et c'est exactement de ça dont il s'agit. Et donc, en fonction pour les plus pressés, je mettrai un truc très moche, mais sur la forme, mais valide sur le fond. Et échange avec toi, Elisabeth. Dis-nous en plus sur les élections des deux Landtag. La gauche l'a emporté dans ses différentes composantes, Rot und Grün. Absolument. Et puis également derrière, comment est-ce que se préparent les législatives? À toi. Voilà, merci Alexandre. Alors, je vais d'abord vous parler un petit peu de ces élections régionales qu'on vient de vivre le 14 mars. Ensuite, un peu de la CDU, hein, qui est le parti de la chancelière. Ensuite, un peu du SPD, pour finir avec les prévisions sur les élections législatives du 26 septembre. Alors, les élections régionales. Il faut savoir qu'en Allemagne, déjà, elles n'ont pas toutes lieu au même moment, hein, contrairement à la France, qui les verra peut-être au mois de juin prochain. Chaque land a une date différente et d'ailleurs des durées de mandat également différentes. Il peut y avoir 4 ou 5 ans, c'est donc très indépendant l'un de l'autre. On a eu 2 Länder importants qui ont eu leurs élections en mars et les 2 élections, en fait, ont eu comme résultat la confirmation des gouvernements en place, déjà en place, les gouvernements régionaux. D'abord, le cas de la Rhénanie-Palatinat, hein, c'est la région très à l'ouest de l'Allemagne qui touche le Luxembourg, la Belgique et un peu la France avec les villes Mayence, Coblence, tout ça. Le SPD a gagné et le SPD gouverne ce land sans interruption depuis 1991. Mais avant, c'était le land de Helmut Kohl. Donc, ça n'a pas toujours été comme ça. La ministre-présidente qui a été élue et réélue s'appelle Malu Dreyer. Elle est extrêmement populaire et son parti a obtenu 36%. C'est un score très élevé pour la SPD, comme vous pouvez imaginer. Je n'ai pas vérifié si c'est le score le plus élevé. Peut-être des gens comme Frédéric le savent par cœur, ça, mais je ne sais pas si c'est le score le plus élevé, mais c'est peut-être Hambourg a un score aussi élevé. En tout cas, c'est parmi les scores les plus élevés dans tout le pays.
Le gouvernement sortant, parce qu'en Allemagne, on parle de gouvernement hein, dans les régions, était ce qu'on appelle de feu tricolore, c'est-à-dire rouge, vert, jaune. Donc, vous êtes tous peut-être déjà des spécialistes de l'Allemagne, mais vous savez que les partis, on leur donne des couleurs. Donc, le SPD, c'est le rouge, les verts, c'est vert, et les libéraux, c'est jaune. Voilà. Donc, c'était ça son gouvernement feu tricolore, ces trois composantes. On ne sait pas au jour d'aujourd'hui encore si elle va continuer dans cette constellation, mais ça serait apparemment le plus probable. Donc, cette constellation de rouge, vert, jaune. Le cas du Bade-Württemberg est différent. Donc, le Bade-Württemberg, c'est une région qui est également dans le sud-ouest de l'Allemagne, qui touche également la France, qui est l'autre grand land du sud à côté de la Bavière. Et il y a des villes comme Stuttgart et Fribourg, par exemple. Dans ce land, c'est les Verts qui ont gagné. Pareil, ils étaient déjà au pouvoir depuis 2011, cette fois-ci. Le ministre-président s'appelle Winfried Kretschmann. C'est un ancien prof de lycée, ancien communiste aussi. Il est extrêmement populaire. Son parti, lui s'établit à 33%, ce qui est beaucoup aussi pour un parti comme les Verts, hein, parce que les Verts ont certes des scores élevés quand on demande à une échelle nationale, mais à des échelles plus locales, c'est très divers. Et donc, être capable de faire 33% au niveau d'un land, c'est beaucoup. Et Kretschmann, il n'a fait que monter aussi. En 2011, il avait un chiffre bien inférieur, 26%, je crois. Ensuite 30%, et maintenant, il est à 33%. Donc, il est un peu à son zénith, là. Kretschmann, mais il est aussi un peu âgé déjà, donc je pense que ça sera son dernier mandat. Donc, lui, son gouvernement sortant est vert avec les chrétiens démocrates. On dit que ça lui convient très bien parce que c'est un vert conservateur, ce qui est vrai. Je pense que c'est un vert conservateur. Mais c'est aussi vrai parce que le Baden-Württemberg est à la base, contrairement à la Rhénanie-Palatinat, plutôt conservateur comme région, dû aussi au fait que c'est une région donc automobile. Hein, les grandes enseignes automobiles sont tous situées là, et donc les lecteurs semblent trouver ça attirant d'avoir d'une part une composante pro-entreprise dans le gouvernement et d'autre part une composante on va dire, environnement. Voilà. Donc, on ne sait pas s'il va pouvoir garder cette constellation verte-CDU ou s'il va peut-être tendre la main au SPD et faire peut-être également le feu tricolore, ce qui serait numériquement également possible. Après, vous savez peut-être qu'en Allemagne, les négociations de coalition sont des débats qui peuvent durer très longtemps, certainement des semaines, parfois des mois. Au niveau national, ça a été même parfois caricatural, parfois ça avait duré 3, 4, 5 mois. Mais en tout cas, ils arrivent à se mettre d'accord sur tous les points et ensuite ils mettent en place le programme sans renégocier durant le mandat. Alors, quand on regarde le point commun de ces deux élections, où la gauche a gagné dans les deux cas, le point commun, c'est que la CDU, le parti de la chancelière, a baissé de façon assez sensible. Donc, il a baissé de 4 points en Rhénanie-Palatinat, de 3 points en Baden-Württemberg. Alors, au niveau national, la CDU oscille actuellement entre 25 et 28%, ce qui est également une baisse prononcée par rapport à son score législatif de 2017 qui était de 33%. Donc, le dernier score de Merkel, c'était 33%. Donc, on a quand même une chute de, on va dire, entre 5 et 8 points. Ça, c'est déjà un fait notable. Il faut, évidemment, vous savez que Merkel a gouverné déjà pendant 16 ans. C'est extrêmement long. C'est aussi long que Helmut Kohl. C'est plus long que Konrad Adenauer. Donc, il y a certainement une lassitude qui s'est installée aussi. Ça, c'était certainement un critère, enfin une raison. Elle reste néanmoins populaire. C'est une femme qui reste populaire. C'est parmi la personnalité la plus populaire en Allemagne, mais pas son parti. En fait, le personnel politique de son parti est de plus en plus contesté et de moins en moins populaire.
Donc, je vous dis qui, par exemple, le président actuel de la CDU, il a été élu récemment, Armin Laschet. C'est le ministre-président de la Nord-Rhénanie-Westphalie. C'est quelqu'un qui donne l'impression d'être particulièrement faible. Je ne sais pas s'il l'est vraiment, c'est difficile à dire, mais les gens ne le voient pas chancelier, en général. Après, vous avez la ministre de la Défense, qui avait été la successeur désignée par Merkel, mais qui n'a pas pris, dans l'opinion, AKK. Vous avez le ministre de la Santé, qui était encore très populaire il y a quelques mois, mais qui ne l'est plus du tout. Probablement, ça doit être quand même lié à la crise de Covid, j'imagine. Et même, là, je vais peut-être étonner Alexander, même Ursula von der Leyen, qui est une grande personnalité de la CDU, n'est pas populaire en Allemagne. Elle le fut autrefois quand elle était ministre de la Famille, du Travail aussi, mais à partir du moment où elle a été ministre de la Défense, sa popularité a beaucoup baissé parce qu'elle a eu quelques scandales, on va dire, de gaspillage de son ministère et qui l'ont rendue très impopulaire. Et en fait, au moment où elle est devenue présidente de la Commission, elle était déjà très impopulaire en Allemagne. Elle reste impopulaire en Allemagne, de façon générale, ce qui est un peu dommage pour l'Europe, je dirais. Donc, pour ce qui concerne la CDU, globalement, c'est une mauvaise période. Alors, il faut rajouter à ça quelques scandales qu'il y a eu autour de quelques députés de la CDU qui ont profité financièrement d'achats de masques. Donc, certains ont dû démissionner. Ça, c'est vu par beaucoup de gens comme la corruption. Enfin, bon, ce n'est pas forcément toujours illégal ce qu'ils ont fait, mais c'est vu, au minimum, c'est vu comme pas éthique. Voilà. Et donc, le sentiment général, je pense, et qui se reflète, je pense, quand même dans ce sondage, est que ce parti a été trop longtemps au pouvoir. Le seul qui tire, malheureusement, dois-je dire, son épingle du jeu est le ministre-président de la Bavière, Markus Söder. Ce n'est pas le même parti, c'est la CSU. La CSU est l'aile bavaroise de la CDU. Markus Söder n'est pas tout à fait vu comme les gens comme étant de la CDU, il ne l'est pas d'ailleurs. Il est vu comme différent, comme peut-être plus frais, moins... Il n'a jamais été ministre, en tout cas au niveau fédéral, je veux dire. Il est peut-être considéré comme du nouveau personnel politique, ce qui est faux. Et surtout, pour moi, personnellement, le problème principal avec Markus Söder, même si j'essaie de vous faire un exposé relativement objectif, mais quand même, le principal problème pour moi avec Markus Söder, c'est que on va dire, sa ligne européenne ne va pas vers une plus grande solidarité européenne. Ça, c'est vraiment un euphémisme, je dirais. Donc, lui, il est un peu Germany first. Voilà. Et malgré ça, ou peut-être à cause de ça, je prévois que ce sera lui le candidat de la CDU-CSU en septembre. Je pense qu'ils vont pas faire de primaire, je pense, mais ils vont se mettre d'accord, ils vont dire que Armin Laschet n'est pas vraiment quelqu'un de suffisamment solide ou suffisamment convaincant. Et à mon avis, ça va être Markus Söder. Donc, on en discutera entre nous si vous êtes d'accord avec ça. Je vous parle maintenant de mon parti, l'état du SPD. Donc, parce que je vous ai dit que la CDU était faible et en baisse, mais elle reste quand même le premier parti dans les sondages. Le deuxième parti, ce sont les Verts. Hein. Ça, je ne vais pas trop parler des Verts, là. Je vais vous parler du SPD, qui a connu quand même beaucoup de défaites et a aussi constamment baissé dans les élections depuis quelques années déjà. Autrefois, on disait que la CDU et le SPD étaient les deux grands partis du peuple, Volksparteien. On le dit de moins en moins, parce qu'on disait ça aussi, parce qu'ils ils ont toujours donné l'un ou l'autre le chancelier, mais on le disait aussi parce qu'ils arrivaient à couvrir des positionnements électoraux assez larges. Et là, ça ne semble plus être le cas, par exemple, chez les jeunes. Les jeunes, très souvent, ne se reconnaissent plus du tout, ni dans l'un ni dans l'autre. Donc, le SPD a beaucoup baissé aussi. Vous avez peut-être en tête comment ça s'est passé. En 2013, on avait encore eu 26%. En 2017, avec Martin Schulz, on avait eu 21%. C'était un très mauvais résultat. Et actuellement, on est entre 15 et 18% dans les sondages, ce qui est bien sûr faible et ce qui nous relègue à la 3e place.
Alors, le SPD garde quand même quelques bastions régionaux. La Rhénanie-Palatinat est un bel exemple. Il y a aussi la Basse-Saxe, et puis en ex-RDA, le Mecklembourg-Poméranie occidentale et le Brandebourg. Mais il garde aussi surtout des bastions dans les grandes villes. On peut dire que le SPD reste, pour l'instant encore, le parti des grandes villes. Donc Berlin, bien sûr, Hambourg, Munich, qui est entouré par ailleurs de CSU, parce que la Bavière est majoritairement CSU, Leipzig, Dortmund. Bon, il y a quand même quelques grandes villes et plus de grandes villes sont SPD que CDU. Alors, les Verts ont dépassé, donc je vous disais qu'ils sont devenus le deuxième parti depuis 2017. Donc, en 2017 encore, les Verts n'avaient pas un très, très bon score. Hein. Je ne sais plus, je ne l'ai pas là, mais je crois qu'ils en avaient fait entre 8 et 10% dans les législatives, donc contre les 20% du SPD. Donc, ils étaient clairement moins importants. Et depuis, ils n'ont fait que monter, depuis 2017. Probablement parce que le SPD est rentré en coalition avec la CDU. Mais il peut y avoir d'autres raisons aussi. Donc, les Verts sont maintenant, depuis 2017, dans les sondages entre 20 et 23% de façon constante. Et l'opposition de gauche en Allemagne, en fait, maintenant, c'est eux. Il faut le savoir, ça. C'est intéressant parce que je peux faire un peu la comparaison avec la Grèce, pays où je me trouve actuellement, et où l'opposition de gauche a été, depuis des décennies, le PASOK. Ça a toujours été le PASOK, l'opposition de gauche. Puis un jour, Syriza leur est passé devant. Voilà. Et ils ont même donné un gouvernement au pays. Donc, depuis, c'est eux, l'opposition. Le PASOK, qui ne s'appelle plus PASOK d'ailleurs, est resté petit et n'a pas réussi à écarter cet autre rival qui est Syriza. Donc, ça, c'est intéressant et une leçon à retenir. Et je ne sais pas si on pourra s'en sortir, nous, en tant qu'ancien parti de peuple au SPD. On en parlera après. Donc, le candidat du SPD à la chancellerie a été désigné l'été dernier. Il s'appelle Olaf Scholz. Sans doute, vous le connaissez déjà. Alors, c'est quelqu'un de l'aile droite du parti. C'était un compagnon de Gerhard Schröder. J'ai le regret de l'annoncer à Alexander qui le sait déjà. Il est clairement, il vient de cette, on va dire, de cette lignée-là. Il vient de la lignée Schröder. Bon, il n'est pas Gerhard Schröder. Il a sa propre vision. Il a aussi compris que le SPD a fait des erreurs avec Gerhard Schröder. Et aussi autre chose, c'est que le parti s'est doté d'une présidence beaucoup plus à gauche en décembre 2019, avec une coprésidence de 2 personnes qui étaient vraiment parmi les candidats quasiment les plus à gauche. Donc, on a donc affaire à un parti qui a des positions qui sont très à gauche, peut-être maintenant plutôt comparable avec la ligne du PS. Et par contre, un candidat qui est beaucoup plus centriste, on va dire. Bon, je ne sais pas ce que ça va donner, personne ne sait ce que ça va donner, mais pour l'instant, on va dire cette coopération, ils arrivent à avancer ensemble d'une façon assez intéressante. Ils ne se contredisent pas. On sait très bien qu'Olaf Scholz ne pense pas tout ce que pensent ces 2 coprésidents. Il est souvent en désaccord, mais il essaye quand même de prendre des idées chez eux. Et je ne suis pas trop inquiète pour la façon dont ça va se passer durant cette campagne. Alors, maintenant, passons aux prévisions. Prévisions pour le 26 septembre 2021. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, j'avais fait un papier pour Eurocité il y a quelques semaines où j'avais cité 4 scénarios possibles comme gouvernement issu de cette élection. Je vais vous dire les 4 scénarios. La première, c'était une coalition de la CDU-CSU avec les Verts et avec un chancelier, donc Markus Söder, le Bavarois. Ça me semblait, il y a quelques semaines, le plus probable. J'ai changé un peu d'avis, donc je vous dirai en quoi j'ai changé d'avis. Deuxième scénario, une coalition de la CDU-CSU avec les Verts, avec un chancelier de la CDU, donc Armin Laschet. Ensuite, troisième possibilité, une coalition SPD, Verts et Die Linke avec comme chancelier Olaf Scholz. Et quatrième possibilité, une coalition Verts, SPD, Die Linke avec un ou une chancelier verte,
chancelière verte, parce que les Verts n'ont pas encore désigné leur candidat. Il y a 2 personnes au choix, un homme et une femme, et ils vont se décider, ont-ils dit, entre Pâques et la Pentecôte. Voilà, donc c'est très, très religieux comme planning. Donc on ne sait pas, franchement, on ne sait pas lequel des 2 sera désigné. C'est difficile à dire, peut-être que Frédéric ou d'autres ont une opinion, mais difficile à prévoir. Alors, pour moi, en fait, il y a un 5e scénario que je n'avais pas prévu, qui devient de plus en plus probable pour moi, qui est une coalition entre les Verts, le SPD et le FDP, les libéraux, le feu tricolore, le fameux, qui a eu énormément d'approbation en Rhénanie-Palatinat. Si vous avez bien écouté le début, vous vous souvenez. Et donc, avec un chancelier ou une chancelière verte. Il faut savoir que les libéraux ont gagné des points dans la pandémie. Bon, ils sont actuellement à 9-10%, mais régionalement, ils gagnent. Pourquoi? Parce qu'ils ont réussi à installer, on va dire, une position un peu différente de celle du gouvernement actuel dans la pandémie, parce que CDU et SPD sont un peu obligés de dire la même chose. C'est-à-dire que durcissement, durcissement, durcissement. Parce que c'est eux qui gouvernent, c'est eux qui seront tenus responsables des chiffres de morts. Bon. Alors que le FDP a réussi assez habilement, je dois dire, à dire non, 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 il y a des entrepreneurs qui font faillite, vous devriez penser aussi à eux, il n'y a pas que les gens qui gagnent des salaires, certes sûrs, qui souffrent de la pandémie, les autres souffrent beaucoup plus, etc. Donc, il y a pas mal de gens qui se reconnaissent dans ce raisonnement. Donc, je pense que le FDP va gagner un peu et que cette coalition tricolore, feu tricolore, deviendra possible et même, je dirais, peut-être probable parce que tout simplement, Olaf Scholz et Le Vert auront peut-être du mal actuellement à gouverner avec Die Linke. Alors, 2 mots sur Die Linke. Die Linke se sont dotés de 2 nouvelles présidentes il y a, je ne sais pas, 1 mois. Et les 2 ne sont, je dois dire, pas très convaincantes. Enfin bon, je ne les ai pas vraiment écoutées beaucoup en détail, mais les choses qui me sont parvenues aux oreilles de ce qui aurait été dit sur l'engagement de l'armée allemande à l'étranger, etc., ne me donnent pas l'impression qu'ils ont envie d'envisager une coalition avec le SPD de Olaf Scholz, parce que ça serait totalement incompatible en fait. Voilà mon avis sur cette possibilité de coalition de feu tricolore. Quant à l'AFD, peut-être 2 mots sur l'AFD, il stagne actuellement autour de 10-12%, ce qui est élevé, mais pas très, très élevé. Eux, ce sont ceux qui ont réussi aussi à se faire entendre pendant la pandémie. Bon, il y a ceux qui sont pro-business, etc., qui trouvent que les mesures anti-pandémie sont trop dures. Eux, ils votent plutôt FDP. Puis, il y a ceux qui disent que, enfin, ceux qui, en France, en général, on appelle les complotistes, ceux qui disent que le gouvernement veut tous nous tuer, etc. Donc, ceux-là, ils vont voter plutôt AFD. Voilà. Donc, l'AFD reste présent. Ça reste quand même le premier parti d'opposition au Bundestag, ce qui est terrible. Mais on ne peut pas dire qu'ils sont un danger énorme et imminent actuellement parce que moi, je pense qu'ils ne progressent pas. Voilà. Donc, je vous ai dit un peu les choses comme analyste, j'espère, objective de la situation, pas comme représentante du SPD. Hein, voilà, je fais toujours cette différence. Bon, nous, en tant qu'SPD, évidemment, on soutient Olaf Scholz, on y croit, et on organise des réunions entre lui et, voilà, entre le membre à l'étranger. Donc, on essaye de se faire entendre, de faire entendre le besoin des Allemands de l'étranger, etc. Mais voilà, je serais ravie d'entendre si vous avez des opinions ou d'autres avis, peut-être, sur ce que je viens de vous raconter. Alors, moi, j'ai au moins une interrogation. Je pose quelques questions, histoire de laisser le temps aux camarades qui le voudraient d'en poser également. Mais quel va être, d'après toi, le débat va se nouer autour de quelles questions? On a vu aux Pays-Bas, par exemple, ça a été la question du logement, l'accession au logement.
Est-ce que c'est juste et ça va se faire autour de la question de la gestion du Covid ou est-ce que c'est… Parce qu'on peut voir que, par exemple, il y a quand même la question de Nord Stream 2 qui arrive, il manque quoi, genre quelques kilomètres, même pas à poser, quelques tuyaux et le raccordement est fait. En termes d'approvisionnement de gaz russe, avec toutes les questions géostratégiques derrière, parce que c'est la relation avec les Américains. On voit que l'administration de Biden est absolument vent debout, encore presque autant ou presque que Trump ne l'était. Plus fort que Trump, oui. Et que ça pose une question, hein, parce que c'est quelle indépendance énergétique pour l'Allemagne et par extension en réalité pour l'Union européenne, et que ce raccordement ce doublement, parce que le Nord Stream il existe déjà, mais en fait c'est un doublement des capacités. Est-ce que ça fait débat? Ça fait pas débat? Et aussi la question du nucléaire, parce que j'ai vu passer un truc sur, et c'est très très vrai au SPD, la polémique sur l'adaptation des Eurofighters à la capacité nucléaire, d'installation de missiles nucléaires, et que ça suscitait de l'hostilité de la part du SPD. Et donc là-dessus, est-ce que c'est un élément prégnant ou pas? Moi, je l'avais vu comme étant une pression de l'électorat vert. Et donc, mais ça reste là aussi en question, parce que derrière, c'est aussi, lorsqu'on parle de franco-allemand ou d'Europe souveraine, les Français, ils arrivent avec leur rafale nucléarisée, entre guillemets, ou leur Mirage de Mylène, et que si on doit parler d'une Europe de la défense, et l'Allemagne est très, d'une manière générale, aime à se présenter comme étant aux avant-postes de l'intégration de l'Union, il y a aussi cette question-là qui arrive. Alors, je vais répondre à ta question, en fait. Quels sont les sujets qui seront traités pendant la campagne? Alors, donc, tu as parlé de la défense, tu as parlé de la politique étrangère, de l'énergie, du logement. Alors, tout ça, je vais te répondre. Oui, bien sûr qu'on va parler d'autre chose que du Covid, ça c'est évident. Le logement, d'ailleurs, est un sujet énorme en Allemagne, ça c'est vrai. La question écologique est une très grande question, parce que la jeunesse allemande s'est vraiment totalement engagée dans ce combat de lutte contre le changement climatique. Et je pense que c'est la raison pour laquelle les Verts sont très hauts, sont le deuxième parti d'Allemagne et auront peut-être un chancelier en septembre, je n'en sais rien, c'est une possibilité. Le nucléaire, du point de vue en tout cas de l'énergie, n'est absolument pas un sujet en Allemagne. Tout le monde a compris qu'on n'y reviendrait pas. Donc ça, c'est terminé, ce débat. L'énergie via Nord Stream 2, ça c'est un sujet, bon, c'est surtout un sujet en Mecklembourg-Poméranie occidentale où c'est un gouvernement SPD. Pourquoi dans cette région? Parce que c'est là qu'arrive le tuyau. Et donc, c'est cette région-là qui aurait le plus de bénéfices économiques de ce nouveau flux. La ministre-présidente de Mecklembourg est extrêmement pro-Nord Stream, pour les raisons que vous pouvez imaginer, économiques notamment. De façon générale, je dirais, comment dire ça, en étant… Je vais être prudente dans ce que je vais dire, parce que je vais devenir attaquable sinon. Je pense que la majorité des Allemands ne sont pas anti-russes. Voilà, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire que la majorité des Allemands, à mon avis, peut-être que Frédéric peut s'exprimer là-dessus s'il a un point de vue différent. Bon, bien sûr que le gouvernement russe est très autoritaire, etc. Mais les sanctions contre la Russie sont plutôt pas bien vues en Allemagne et il vaut mieux avoir les Russes avec nous que contre nous. Voilà le sentiment général des Allemands, je pense. Et donc, je pense que c'est la raison pour laquelle Nord Stream 2 est vu comme quelque chose qui est bon pour l'Allemagne. Et les Allemands sont très agacés, pour ne pas dire plus, contre l'administration américaine
qui leur met en fait le couteau sur la gorge. Hein. Enfin, ça, c'est quand même du... Enfin, moi aussi, je considère que c'est quand même du chantage hein, de dire ça. C'est-à-dire que ce qu'ils disent les Américains, c'est que si vous menez ce projet à terme, bah, tout simplement, on ne va plus du tout travailler avec les sociétés allemandes on va boycotter les sociétés allemandes qui travaillent autour de ce projet. Moi, je considère que c'est un peu du chantage. Bon, après, ça peut être du chantage avec toute la bonne volonté du monde. En tout cas, Joe Biden n'a pas du tout fait preuve d'une opinion différente sur ce sujet, bien au contraire, en fait. Voilà. Et sur d'autres sujets, tu avais... Ah oui, la défense. La défense, c'est un sujet important aussi. Et là, mon parti, le SPD, prend des positions qui m'embêtent un peu. Parce qu'il faut savoir que sur les questions de la défense, mon parti est divisé en deux. Et je dirais en deux parts égales. Donc, nous avons ceux qui sont pour une défense au niveau des autres pays européens. Et donc, par exemple, la France... et d'autres pays, enfin, en tout cas, en faveur des interventions militaires de l'Allemagne ailleurs et en faveur de l'équipement de la Bundeswehr à un niveau suffisamment élevé. Et il y a cette fraction, on va dire, c'est elle que je qualifierais de pacifiste, c'est l'aile pacifiste. Le président du groupe parlementaire est vraiment le porte-parole actuellement de cette aile, qui, par exemple, a dit « Jamais de la vie, je soutiendrai que l'Allemagne investisse dans les drones armés. » Alors, je ne sais pas si vous connaissez bien le sujet des drones armés. Il y a les pour et le contre. En tout cas, pour faire très, très court, ceux qui sont contre les drones armés considèrent que ça tue sans ménagement. Et ceux qui sont pour les drones armés disent « Ça protège nos soldats. » Parce qu'il vaut mieux que ça soit un drone qui soit abattu qu'un soldat qui soit tué. Voilà. Donc, c'est un bon. En tout cas, le SPD, en disant via son président du groupe parlementaire, non, pas de drone armé pour le SPD, a jeté un peu, on va dire, comment on appelle ça, jeter de l'huile sur le feu ou un pavé dans la mare. Un pavé dans la mare, voilà. Un pavé dans la mare de la coalition de CDU-SPD. Parce que ce n'était pas prévu que le SPD se retire sur ce sujet-là et parce qu'il doit y avoir des drones qui vont être achetés là. Donc ça, c'est un sujet qui est délicat au sein du SPD. Donc si tu veux, le SPD, au niveau de la politique de la défense, est vraiment coupé en deux. Voilà, et ça, c'est un problème, je trouve, et je ne sais pas comment on va s'en sortir. Alors les Verts se définissent aussi comme un parti pacifiste, mais bon, ils sont aussi très pragmatiques, ils sont devenus de plus en plus pragmatiques. Donc, si on a un chancelier ou une chancelière verte, je ne pense pas que les troupes allemandes vont être retirées des territoires, Afghanistan, Mali, etc. Est-ce que ça répond à peu près à tes questions? Parfait, parfait. Je vois que Yolande veut parler. Vas-y, à toi. Donc, en fait, c'est que je disais qu'il y a un exemple en Europe en ce moment depuis 2018 où il y a un Ampel Coalition et c'est au Luxembourg. D'accord. Voilà, il y a du coup Xavier Bettel parce qu'à l'origine c'était les socialistes les socialistes qui étaient avec la droite. Après ils n'ont plus voulu gouverner avec la droite, donc ils sont allés d'abord avec les libéraux en 2013. Donc je disais Ampel, mais bon c'est pas vraiment Ampel parce que les libéraux et les conservateurs ont des couleurs inversées. Donc c'est une coalition bleu, rouge et vert. Et justement, en 2018, les partis les socialistes et les libéraux ont baissé, mais les verts ont progressé. Donc ils ont une coalition à 3. Donc ce que je voulais dire, c'est qu'il y a déjà un exemple justement d'une Ampel Coalition qui, en plus dans cette zone-là, peut être intéressante pour voir peut-être des ponts entre ce qui risque de se passer en Allemagne. Et ça, c'était plutôt un point remarque. Après, donc j'ai une question, c'est par rapport à la géographie électorale. C'est que quand on regarde justement ce qui s'est passé en Bade-Württemberg, donc ce que je viens de dire par rapport au Luxembourg, et ce qui s'est passé par rapport aussi aux municipales françaises, où les Verts ont gagné tout seuls à Strasbourg, j'ai l'impression qu'il y a une partie, je dirais rhénane aussi, où les Verts sont forts.
Et alors que par exemple, moi qui suis en région Occitanie, j'ai l'impression qu'on a encore presque une influence espagnole où la gauche et le Parti socialiste sont en passe de remporter de nouveau la région et haut la main. Donc, est-ce qu'on peut aussi considérer, parce qu'après, quand on étend, donc il y a Lyon, Grenoble qui sont à l'est, de l'autre côté, il y a donc le bas de Württemberg, est-ce qu'on pourrait considérer qu'il y a une espèce d'axe rhénan écolo qui est en train de se former? Et après, troisième chose, et ce sera ma dernière question, nous aussi en France, on regarde ce qui se passe en Allemagne, parce que si Ampelkoalition il y a, techniquement, donc ce serait peut-être autour des Verts, donc il faudrait voir quelle serait la personnalité des Verts pour être chancelier. Nous, après, on va avoir une présidentielle et on va avoir nos Verts qui vont dire, ben, vous avez vu, la quatrième puissance mondiale est dirigée par un Vert. Donc maintenant, c'est notre tour en France d'avoir un président vert. Donc, et quel sera après l'impact de cela sur la présidentielle française? Voilà. Alors, voilà, très très bien. La dernière question est vraiment parfaite. Je n'y avais même pas pensé. C'est vrai que si ça arrivait, si ce scénario se réalisait, probablement, ça aurait un impact sur l'élection en France qui aura lieu quelques mois après. C'est vrai. Ça donnera de la confiance aux Verts français, sachant que, bien sûr, vous le savez tous, le droit électoral n'est pas du tout le même. En France, donc, c'est un scrutin très fortement teinté de façon majoritaire, scrutin uninominal à 2 tours, où il faut vraiment que plus de 50% finalement voteraient pour ce président vert, ce qui est possible, hein, mais pas totalement probable, parce que ça favorise souvent des gens un peu moins radicaux, si vous voulez, plus intermédiaires. Alors qu'en Allemagne, bon, l'exemple de 1933 montre que ça peut arriver, ça peut amener des situations terribles où quelqu'un qui fait 33% dans l'élection arrive à diriger le pays, ce qui est vraiment une situation, enfin, ce qui était vraiment une catastrophe à ce moment-là. Mais pour revenir à l'Allemagne post-45, un parti peut donner un chancelier au pays, un parti qui a 25%, effectivement. Et ça, c'est ce qui peut se passer, effectivement, en septembre prochain. Concernant l'axe, on va dire, écolo-rhénan, c'est ça que tu disais, c'est ça? Je ne sais pas, géographiquement. Alors, on a été tous très étonnés que ce soit dans le Baden-Württemberg qu'on a eu notre premier ministre et président vert, parce que, comme je vous ai dit, c'est plutôt un land conservateur et industrialisé. Je ne suis pas sûre. Moi, je dirais plutôt non. Je ne vois pas, je ne sais pas, les autres devraient peut-être se prononcer là-dessus aussi. Est-ce qu'il y a des régions qui sont plus favorables à ça que d'autres? On peut avoir des régions urbanisées qui le sont, très urbanisées. Et puis, on peut aussi avoir des régions très rurales qui le sont également pour d'autres raisons. Donc, moi, je ne suis pas sûre qu'on puisse établir une corrélation. Est-ce que le fait que Olaf Scholz soit sur l'aile droite ne va pas l'amener à être obligé pour faire consensus, plutôt de se déporter sur la gauche et donc d'envoyer des messages plutôt à gauche? Là où, à l'inverse, généralement, quand le candidat est plutôt de gauche, il a tendance à donner des signaux vers la droite, là aussi, pour essayer de récupérer. Donc, ça, c'est une question. Et ensuite, il y a une interrogation sur... j'ai vu passer que LREM s'apprêtait à envoyer des missiles dominici, faire la tournée des popotes dans tous les différents pays, et notamment l'Allemagne, pour essayer de draguer les partis. Est-ce que... donc moi, en souriant, je disais, bon courage les gars, ou alors avec un peu d'ironie, c'était, quoi, vous n'êtes pas bien avec le FDP ultra-minot. Mais mis à part la boutade, vers qui est-ce qu'il se tournerait? Vers un Olaf Scholz qui, parce qu'il est l'aile droite du SPD, serait, et donc on aurait un SPD qui est à nouveau
rebasculerait après s'être vacciné un petit peu de macronophilie, retomberait dedans? Ou est-ce que c'est du côté de la CDU que ça va se passer? Et alors, Michel, là, j'ai vu que tu voulais poser une question, donc tu poses la question après. après ma réponse? Après ta réponse. Ouais, ben, je vais être brève hein, parce que je sais qu'on n'a pas trop le temps. Alors, je prends d'abord ta dernière question. Je pense quand même que on reste dans les familles de partis politiques, c'est-à-dire que vraiment le parti ami officiel d'En Marche, c'est le FDP. Bon, ça c'est à mon avis, il n'y a rien à discuter là-dessus, ils le savent. Bon. Ceci dit, si le FDP entre en coalition avec le SPD et les Verts au niveau national, évidemment, ça donne, je pense, à En Marche, comme tu disais tout à l'heure, c'est Yolande qui disait ça, que une telle constellation, Ampel Coalition, donnera des ailes aux Verts français. Je pense que ça donnera des ailes également à En Marche, parce qu'ils diront, vous voyez, nous, les libéraux, on peut très bien faire coalition avec la gauche et les Verts. On n'est pas méchants, on peut très bien convaincre une majorité à gauche dans le pays. Voilà ce qu'ils vont dire. Donc, je pense qu'ils n'ont même pas besoin de draguer le SPD pour que, tu vois, évidemment qu'ils draguent le SPD, mais on va dire, c'est une relation inofficielle. Il y a les relations officielles et les relations inofficielles. Il y a les relations conjugales et extra-conjugales. Les conjugales, c'est entre PS et SPD, point barre. Les extra-conjugales, bon, on ne sait pas trop, je dirais. Et ta question précédente, c'était oui, si Olaf Scholz, du coup, parce qu'il est à droite, va plutôt avoir un programme à gauche, oui, ça c'est effectivement un phénomène qu'on voit. Et c'est ce que je voulais un peu exprimer tout à l'heure en disant que les deux présidents du SPD sont très à gauche, je dirais, même très à gauche. Et malgré ça, ils arrivent à s'entendre, là où on serait peut-être attendu à des étincelles. Il a eu l'intelligence de ne pas créer d'étincelles. Et je pense qu'il a très bien compris que pour avoir une chance d'être élu, il faut qu'il représente quand même, il représente quelque chose qui englobe également cette partie-là, c'est-à-dire des gens qui veulent une politique plus à gauche. Donc, effectivement, ça peut se passer dans une certaine mesure. Oui. Ok. Michel, vas-y. Oui, je rebondis sur ce que disait Alexander. Je reviens sur le cas Scholz. Personnellement, j'aurais tendance à faire allusion au style baroque. Vous savez, quand il y a des colonnes torsadées, j'avoue que Scholz, en politique, me paraît assez baroque, car je n'ai pas oublié que c'était le meilleur élève de la politique économique de Schäuble. Alors, il est visiblement très élastique, pragmatique, mais je ne sais pas comment la gauche ou même le centre-gauche du parti s'entend avec lui, mais plus profondément, quels sont les facteurs de rénovation du SPD? Je veux dire, dans un contexte général où tous les socialistes, sociodémocrates du PSE dans toute l'Europe sont en recul depuis des années, recul constant, hein, l'exemple batave est le dernier, mais enfin recul quand même. Bon, il y a des hauts, des bas, mais enfin, on ne peut pas dire que la social-démocratie européenne est au mieux. Donc, comment le SPD, comment un éventuel chancelier Scholz peut-il apporter un renouveau, contribuer à un renouveau de la social-démocratie européenne? Et alors, j'ose la question, le joker que je pose éternellement, est-ce qu'au SPD, au-delà de cette élection, on s'intéresse encore au PSE dans la perspective de son congrès? Alexander sait bien que je suis rongé de colère sur le manque de... Tous les partis du PSE devraient se dire, bon, on n'est pas au mieux de notre forme, pourquoi on en est là? Qu'est-ce qu'on fait? Et ça ne semble pas être la question principale à l'ordre du jour d'aucuns, et je ne sais pas si ça sera la question à l'ordre du jour du PSE. Est-ce que l'SPD, est-ce qu'au sein du SPD, il y a des forces vives un peu régénérantes? Vas-y, Frédéric. Salut à tous. Bon, c'était moins une question, mais moins une question plutôt des petits compliments que Elisabeth, à temps en temps, fait des appels des pieds pour compléter ou éventuellement contredire sur différents points. Déjà sur le score en Rhénanie-Palatinat,
du SPD. Il y a 2 autres régions où on a des scores un peu supérieurs. C'est Hambourg 39 la dernière fois et Basse-Saxe 37. Sur les sujets pour revenir rapidement sur les derniers éléments et sur les coalitions possibles, tout ça, et j'essaie de répondre un petit peu, compléter par rapport à Jolan et Michel. C'est d'abord les Ampel Coalition existent déjà en Allemagne, dans plusieurs régions ont déjà existé et existent actuellement également. Donc, ce n'est pas en soi nouveau en Allemagne. Par contre, ce sera la première fois au niveau fédéral. Il y a aussi le fait qu'il y avait déjà failli y avoir la coalition tripartite Jamaïque en 2017, de très longues négociations et qui ne s'est pas faite sur un désaccord entre Verts et libéraux, ou plutôt libéraux qui ne veulent pas jouer le jeu jusqu'au bout. Donc, techniquement, tout est prêt pour que l'Allemagne ose au niveau national, pour la première fois, une coalition tripartite. On va faire semblant que CDU et CSU forment un seul bloc, ce qui est vrai à moitié. Ce qui est important aussi à savoir, et c'est très très important par rapport aussi au positionnement de Olaf Scholz et surtout la vue que nous on doit avoir du positionnement du SPD, c'est qu'en Allemagne, un chancelier n'a pas du tout le même pouvoir qu'un président en France. Un chancelier, il est totalement cadenassé par sa majorité parlementaire et donc de la coalition. Il est aussi cadenassé, mais pas que lui, aussi les ministres, par le projet, par l'accord de mandature, et qui est un accord de mandature limité aux 5 ans, où on définit entre partenaires qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on ne fait pas. Il y a aussi des choses qui sont exclues. Et la question nucléaire, à ce niveau-là, est un exemple parfait. Grande coalition SPD-CDU en 2005, en 2002, on continue. Non, en 2005. Donc, l'SPD avait initié la sortie du nucléaire avec les Verts et de ne pas sortir du nucléaire, c'est-à-dire de ne pas sortir de la sortie du nucléaire, était une ligne rouge du SPD dans la grande coalition. Merkel, qui est en soi plutôt pro-nucléaire, pour elle, c'était un tabou d'évoquer la question de mettre fin à la sortie du nucléaire dans sa quand elle était première chancelière. Ce qu'à l'époque, Sarko n'avait pas compris, parce qu'elle n'arrêtait pas d'appeler Merkel en disant « Je sais que tu es pro-nucléaire, vas-y ». Il s'est retrouvé bec dans l'eau, puisque Merkel n'y répond pas, parce qu'elle est tenue par la coalition, point. Et donc, c'est un non-sujet. Jusqu'en 2009, quand nouvelle coalition avec les libéraux. Et là, ils ont fait la sortie de la sortie du nucléaire, qui s'est re-inversée en 2 mois avec Fukushima. Ce qui montre qu'un chancelier ou une chancelière est capable de taire totalement un sujet si il est effectivement bloqué par la coalition et par le Parlement. Point. Donc, il y a aussi ce qu'il faut savoir, le vrai pouvoir, le vrai élu du pouvoir n'est pas le chancelier, surtout pas dans une coalition entre partenaires de camps différents, mais c'est ce qu'on appelle le Koalitionsausschuss. C'est le comité, la commission de coalition qui prépare toutes les grandes lignes politiques qui sont gérées par les 3 chefs de parti de la coalition, CDU, CSU, SPD, qui sont les partenaires. Et généralement, c'est le chancelier est également chef de son parti et le vice-chancelier est chef de son parti, etc. Actuellement, ce n'est pas le cas. Et c'est pour ça que pour l'énigme entre côté français, l'énigme de Olaf Scholz par rapport au SPD qui s'est choisi une tête totalement sur son aile gauche, c'est qu'aujourd'hui, dans la coalition Ausschuss, qui tire les ficelles, c'est ni Olaf Scholz, ni la présidence SPD très à gauche, mais c'est les deux en tandem ensemble. Ils sont obligés de s'entendre. Parce que les chefs de parti, donc Novabo et Saskia Esken sont membres du coalition Ausschuss, ainsi qu'Olaf Scholz en tant que vice-chancelier, ainsi que Merkel, ainsi que Söder et chef de Bavière. Ce qui signifie que de fait, la position du SPD, aujourd'hui, elle est bien centrale, même portée par Olaf Scholz, elle est centrale. Et dans la future coalition à venir, c'est ce schéma-là qui va certainement, probablement continuer. Ce n'est pas Olaf Scholz qui va prendre la tête du parti,
Et c'est là-dedans que, d'un point de vue programmatique, Olaf Scholz a mis vraiment de l'eau dans son vin énorme, énorme par rapport à ses positions des années passées, plus proches, effectivement, sur la ligne Schröder. Donc, ça veut dire que là, il y a vraiment pas un verrou, mais un contrepoids interne dans le fonctionnement et de la coalition et aussi du parti qui s'est mis en place et qui, cette dernière année, fonctionne du point de vue du SPD et d'un point de vue du travail de la coalition merveilleusement bien. On refera un truc hein, d'ici parce que d'abord on a plein de copains à Berlin et dans plein d'autres landes. Je voyais que, y compris d'ailleurs, normalement les électeurs sont invités à voter en Sachsen-Anhalt le 6 juin, normalement. Donc c'est quasi demain. Ça sera avant nos régionales d'ailleurs. Non, ça sera après, enfin on verra bien. Mais donc il y a ça. Juste parce que Henri a levé la main et qu'il voulait. Donc, Henri, tu poses une question, Elisabeth, tu réponds, et puis on restera là-dessus. Et on se redonnera de toute façon rendez-vous très vite, à nouveau sur l'Allemagne, parce que pour rentrer plus en détail dans le programme, peut-être pour analyser le scrutin de Sachsen-Anhalt, et évidemment essayer dans la partie campagne électorale, voir au final quelles auront été les questions qui ressortent. Henri, vas-y, Elisabeth ensuite, et après on finit. Okay, bonjour Elisabeth, bonjour tout le monde. Merci beaucoup pour ton analyse. Je l'ai trouvé très, très intéressant. Et en fait, j'ai seulement une petite remarque ou une question. Cela m'a montré en fait que tu le trouves possible ou probable que cela peut devenir une candidate de chancelière. Parce que pour moi, c'était... parce que cela, il vient de CSU. Donc... j'ai toujours l'impression que les politiciens qui viennent de CSU ne seront jamais une chancelier pour le CDU. Et déjà, j'ai l'impression que les Allemands pensent que le Bavaria est déjà sous-représenté par le CSU. Donc, voilà, ça c'est seulement une petite remarque, ou peut-être aussi une question. Est-ce que tu vraiment penses que c'est une possibilité ou voilà, est-ce que tu expliques encore ou avec plus de détails la situation? Peut-être que les Français ne comprennent pas très bien les relations des Allemands avec les Bavarois. Effectivement, il y a eu un chancelier bavarois, j'avais vérifié avant d'écrire cet article pour en citer, je crois qu'autour de la Première Guerre mondiale, il y a eu un chancelier bavarois. Je ne me rappelle pas de son nom, il n'a pas duré très longtemps. Et pas depuis. Il y a eu, après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu deux candidats, Franz Josef Strauß et Edwin Stoiber, voilà, qui étaient candidats pas élus. Les Bavarois sont considérés un peu comme à part. Ce n'est pas seulement une histoire de parti de CSU, c'est qu'on considère probablement qu'ils n'ont pas exactement les mêmes intérêts que les Allemands, que le reste des Allemands. C'est un peu bizarre. Je ne suis pas sûre de bien l'expliquer. Mais justement, c'est la raison pour laquelle il me semble que comme Söder se comporte, il se comporte comme un Bavarois, mais il est suffisamment malin pour essayer de parler à tous. Justement, je pense que ça augmente ses chances de devenir chancelier ou au moins d'être candidat de la CDU-CSU parce que justement, un Bavarois n'a jamais été chancelier. Voilà. Et peut-être encore un mot par rapport à la question de Michel, comment ferons-nous les sociodémocrates à l'avenir? Ça, c'est vraiment the $1 million question, à laquelle, malheureusement, je n'ai pas de réponse non plus, parce que ça concerne le PS également, hein, pareil. Comment faire pour avoir plus d'amour de la part de nos électeurs? Pour ce qui concerne mon parti, il me semble que ce qui serait important, c'est qu'il faut parler au sentiment européen des électeurs. Et non, quand je dis sentiment européen, c'est au sentiment de la solidarité européenne. Voilà. Et tout ça en faisant de sorte que les Allemands ne s'appauvrissent pas. Parce que si un peuple s'appauvrit, il ne sera pas pro-européen. Donc, il faudra lutter contre la pauvreté, il faudra faire de sorte que l'économie tourne bien, etc. Il faudra renouer ces deux choses, l'Europe et l'amour pour l'Europe, et la solidarité européenne et l'économie qui fait que les gens
ne se sentent pas désavantagés. Si on arrive à faire qu'on marcher ensemble ces deux choses-là, ben, on a peut-être une chance d'être à nouveau un parti important au SPD, au PS et au PSE. Donc, merci à tous. Et de toute façon, sur la boucle, on remettra l'ensemble de ces sondages, les différentes sources, de façon à ce que vous puissiez les avoir, ainsi que, rappel, le texte du SPD, parce que dans les semaines à venir, ça peut être intéressant de prendre le temps de lire un peu ce qu'écrivent les camarades, parce que c'est leur plateforme électorale, donc c'est ce vers quoi c'est ce qu'ils vont porter dans la campagne, de façon à voir comment est-ce que tout ça peut se mettre en musique, y compris avec notre propre programme en prévision de 2022. OK. Encore une fois, merci à tous et puis à très bientôt. Ciao. À bientôt. À Bye bientôt. bye.